face. Leïla Chaibi, candidate France Insoumise aux prochaines élections européennes. Vous êtes troisième sur la liste France Insoumise à l'échelon national. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Leïla Chaibi. Merci également à vous, François Imouet. Vous êtes avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale. Vous avez également été ambassadeur de France chargé des droits de l'homme. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. Que vous inspirent d'abord ces images? Alors ces images, ces dessins, surtout Leïla Chaibi, parce que eh bien, les caméras n'avaient pas le droit de filmer dans l'enceinte du tribunal de Tokyo. Restent évidemment ces dessins des dessinateurs judiciaires, comme on les appelle, ceux qui ont la possibilité donc d'illustrer ce qui se passe dans les tribunaux et qui montrent clairement un Carlos Ghosn dans la position physique de prisonnier. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup depuis ce matin qu'il a perdu 10 kilos, qu'il est obligé de manger du riz tous les jours, enfin qu'il a droit, attention là quand même, à manger du pain. J'entendais que les étrangers, on doit manger du pain en prison et pas du riz, il serait victime d'un acharnement judiciaire. En fait, je pense que le fond de cette affaire, c'est que on n'est pas habitué à ce que les puissants, les gens comme Carlos Ghosn, qui touchait beaucoup d'argent, 15 millions d'euros par an. On n'est pas habitué à ce qu'ils soient traités comme des justiciables comme les autres, en fait, comme des citoyens lambda. Et c'est ça qui choque un certain nombre d'éditorialistes aujourd'hui, le fait que Carlos Ghosn soit comme ça traité comme un citoyen japonais, comme un autre. Vous y voyez plus l'effet d'un microcosme qu'un fait qui doit choquer les Français, finalement. Moi, je trouve que je suis un petit peu amusée, je ne sais pas si c'est le mot, mais de voir que on a des gens comme Bruno Le Maire ou Elisabeth Borne qui font partie du gouvernement et qui invoquent la présomption d'innocence pour Carlos Ghosn. Il se trouve que dans le contexte là, on a un certain nombre de personnes qui sont interpellées, inculpées, victimes de violences policières. On parlait juste avant, là, dans l'actualité, de la cagnotte qui a été mise en place pour aider le boxeur qui a frappé, qui aurait frappé des policiers. Enfin, qui s'est de lui-même présenté hier au commissariat et dont les images attestent, filmé au téléphone portable, qu'il a frappé effectivement un dépositaire de la force publique. Il y a toujours deux poids, deux mesures. Dans un cas, on se pose la question, là, on invoque la présomption d'innocence pour des gens comme Carlos Ghosn. Le gouvernement invoque la présomption d'innocence pour Carlos Ghosn, mais il y a deux poids, deux mesures. Et Carlos Ghosn ne reconnaît pas les faits. C'est pas le cas de Christophe Détinger, visiblement. Oui, mais il y a Christophe Détinger, mais il y a tous les personnes qui ont été interpellées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Là, le gouvernement ne se pose pas de la question de leur présomption d'innocence. Vous les mettez sur le même plan que l'ex-boxeur? Ça n'a rien à voir avec le cas de Carlos Ghosn. Moi, au contraire, moi, je suis pour mettre sur le même plan toutes les personnes quand elles sont convoquées devant la justice. Je suis contre le fait qu'il y ait une justice à deux vitesses. Et là, pour une fois, après, je cautionne pas non plus. Enfin, je pense que de manière générale, les conditions carcérales sont à dénoncer et les droits de l'homme doivent être des choses qui doivent être respectées, mais ça doit être valable quelle que soit la situation, le niveau social des personnes en fait. Alors les droits de l'homme, ça pose la question plus généralement sans doute de la justice japonaise en tant que telle, mais et des conditions d'incarcération au Japon. Mais Françoise Imouet, sur ce cas spécifique Carlos Ghosn, et à propos de ce que disait à l'instant Leïla Chaibi, avoir une ministre française, en l'occurrence Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui réclame le respect de la présomption d'innocence, est-ce d'après vous un rappel justifié, ou bien, comme semble dire Leïla Chaibi, une tentative d'ingérence dans la justice japonaise pour protéger un homme d'affaires? D'abord, je ne suis pas avocat de Carlos Ghosn. Il a d'excellents défenseurs et j'interviens comme un observateur très sensible à ces questions de présomption d'innocence, de procès équitable, de droits fondamentaux pour des justiciables. Ensuite, je pense que la France n'a pas de leçon de droits de l'homme à donner au monde, et même au Japon. Vous savez, j'ai beaucoup fréquenté les prisons françaises et je pense qu'avec 125 suicides en prison par an, on a peut-être aboli la peine de mort, mais on ne l'a pas réellement supprimée. Cependant, il y a la mise en lumière de ce qu'est la dureté du système carcéral et de la procédure pénale japonaise ne peut pas nous laisser indifférents. Et vous avez raison de dire que les droits, il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Mais là, si je vois deux poids, deux mesures, c'est entre la défense et l'accusation. Une disproportion manifeste qui est contraire à la lettre et à l'esprit de ce qu'est un procès équitable. Il y a le droit japonais, mais au-dessus du droit japonais, il y a le droit international. Il y a le pacte de New York sur les droits civils et politiques auquel le Japon est parti, qu'il a ratifié et voté. Pour vous, on enfreint les droits de l'homme avec ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn, avec cette comparution, avec ces bientôt 2 mois de détention, de garde à vue? Il me paraît évident que la procédure pénale telle qu'elle se déroule au Japon, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est fréquemment dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme, les grandes organisations, la FIDH, Amnesty, Human Rights Watch,
il y a un problème avec cette procédure pénale qui est totalement déséquilibrée et qui broie parfois les puissants, vous avez raison de le signaler, mais surtout les plus faibles. C'est un pays où on pratique encore la peine de mort, où les familles des condamnés à mort doivent payer la corde. C'est une procédure très déséquilibrée. Et on le voit aujourd'hui dans ce cas-là, où les seules informations dont nous disposons sont celles distillées par le parquet, et nous avons très peu de choses en face. On sent bien qu'il y a eu la volonté d'instruire à charge, et on n'entend pas le parquet nous dire quels sont les éléments à décharge. Déjà, cela est très déloyal. Leïla Chaibi, vous n'êtes pas choquée, effectivement, lorsqu'on lit, par exemple, le fils de Carlos Ghosn, qui, lors d'un entretien accordé au JDD, affirme que c'est le procureur qui révèle petit à petit les éléments à charge dont il dispose. En gros, après cette semaine, il dit que Carlos Ghosn n'a donc toujours pas accès au dossier complet. Ouais, mais moi, dans ce cas-là, je peux pas m'empêcher de penser aux milliers de salariés de Carlos Ghosn, patron de Nissan, patron de Renault, un certain nombre de suicides dans les entreprises Renault, un nombre de burn-out incalculable. Je relisais encore cette lettre qu'avait laissée son père, un père de famille de 35 ans, en 2013, salarié de Renault, qui s'est suicidé. Et qui a laissé une lettre où il disait « Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos ». Le nombre de licenciements, il y a eu 21 000 licenciements entre 1999 et 2002 quand Carlos Ghosn, qui était connu en fait pour être très fort, pour faire remonter les bénéfices de Nissan et de Renault, et comment il faisait pour faire ses plans de restructuration, il virait les gens. Et 21 000 personnes virées qui se sont retrouvées sans emploi. Et là, les questions de dignité humaine, les questions de droits de l'homme, on est en plein dedans. Et donc, quand je vois... Donc, on ne peut pas avoir de compassion aujourd'hui pour le justiciable Carlos Ghosn, c'est ce que vous dites ? Je dis pas ça, je dis que la compassion, elle peut pas être pour l'un et pas pour les autres, en fait. Et les vies, il n'y a pas des vies plus importantes que d'autres. Et entre les milliers de salariés qui ont été licenciés, entre les dizaines de salariés qui sont suicidés, ceux qui ont été victimes de burn-out, il faut penser également à eux. J'entendais ce matin sur une radio des salariés de chez Renault qu'on faisait réagir justement sur cette affaire. Et ils disaient, nous aussi, on travaille, on paye nos impôts et on pleure sur les conditions de détention de Carlos Ghosn. Nous, on a 14 minutes de pause. 14 minutes de pause pour aller aux toilettes, pour aller manger. 14 minutes de pause. Est-ce que Carlos Ghosn, il se rend compte de ça ? Et donc je pense que faut aussi, moi je peux pas m'empêcher de penser aussi aux milliers de salariés de Renault. On peut mettre au regard la détention de Carlos Ghosn au regard du traitement considéré comme inhumain vécu par un certain nombre de salariés de Renault aujourd'hui ? Une injustice ne répare pas une injustice. On ne répare pas une injustice par une autre injustice. Et les droits fondamentaux, et c'est toute leur noblesse, ils sont valables pour chacun. Et c'est pour ça qu'on les appelle les droits fondamentaux, qu'ils sont universels. C'est à Paris, le 10 décembre 1948, qu'a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la noblesse de ces principes, c'est qu'ils s'appliquent à tous, du simple fait qu'ils sont des êtres humains. Alors, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est faible, qui n'a ni les moyens, ni la notoriété de Carlos Ghosn, lorsqu'il est broyé par un système judiciaire au Japon ou ailleurs? Et ça peut être le cas également chez nous aussi. Car nous aussi, nous avons une tentation d'abuser parfois de la détention préventive, de la présomption d'innocence et passe souvent au second plan, est souvent bafouée. Eh bien, on lui dit, même les puissants y ont droit. Donc, si on ne défend pas ces principes fondamentaux lorsqu'ils s'appliquent à des gens qui sont dans la lumière, a fortiori, on ne les défend pas plus dans les autres cas. Donc, je pense sur ce que vit Carlos Ghosn, cette incarcération jusqu'à présent sans limite, est-ce dans le but d'obtenir des aveux de la part d'un homme qui, nous dit son fils, n'a droit aux visites de son avocat uniquement, n'a pas droit à d'autres visites. En revanche, s'agissant du procureur, eh bien, il peut l'interroger à volonté, quotidiennement, 2 à 3 heures par jour. Oui, jusqu'à 5 heures par jour. C'est un acharnement. Et je ne sais pas si c'est un acharnement, c'est en tout cas un système qui est très brutal et qui, pour reprendre le mot, et là je rejoins ce que disait tout à l'heure, on est dans la manipulation. On n'est en tout cas pas dans le respect de la dignité. Il y a des systèmes juridiques, des systèmes judiciaires, qui organisent la procédure pénale de façon à respecter la dignité. La dignité, ça commence par le droit de se taire. Ça commence aussi par le droit d'être assisté d'un avocat. Et en France, on peut désormais avoir l'assistance d'un avocat. Combien de souffrances il a fallu que des gens endurent, des innocents endurent dans les prisons pour qu'enfin on ait ce droit-là.
Au Japon, on ne l'a pas aujourd'hui. L'avocat n'est pas présent dans ces interrogatoires. Donc, ce que je dis, c'est que on est face à un système extrêmement déséquilibré, brutal, qui est fondé sur l'idée que l'aveu est la reine des preuves. Piloté par l'État japonais. Ça, je ne le sais pas. Mais ça, je ne peux pas le savoir, ça. Quel degré d'autonomie dispose le parquet japonais? Le parquet japonais, en tout cas, prend la liberté de faire fuiter des informations. On l'entend exprimer des charges. Jamais ce qu'il pourrait y avoir à décharge. Et il y a forcément, dans une situation comme celle-là, avec des griefs nombreux, complexes, il y a forcément aussi des éléments en réponse. On aimerait bien les connaître. Bref, on sent que cette procédure est totalement déséquilibrée. Ce n'est pas ce que l'on appelle un procès équitable. Si je viens de poser la question à Françoise Imouel et Leïla Chaibi, c'est parce que j'aimerais vous interroger, vous, sur ce qu'on entend quand même depuis le début de l'incarcération de Carlos Ghosn. Est-ce que vous n'imaginez pas, vous aussi, à la France Insoumise, qu'il puisse faire l'objet d'une guerre industrielle du Japon contre la France, dans le but d'un bras de fer interne, finalement, pour rééquilibrer les positions au sein du groupe Renault-Nissan? Moi, je ne voudrais pas non plus faire des suppositions, alors que je ne suis pas une spécialiste. Mais est-ce que vous ne craignez pas que les intérêts industriels de la France soient visés à travers Carlos Ghosn? Mais je pense qu'avant de faire des leçons... et donc les emplois en France. Mais avant de faire des leçons au Japon, en fait, sur cette affaire, il faut aussi que l'État français, que le gouvernement français regarde ce qu'il fait, lui. Et actuellement, donc quelqu'un qui est en prison, qui est accusé d'avoir détourné des dizaines et des dizaines quand même. Il y a la présomption d'innocence. Accusé, oui. Il est accusé d'avoir détourné, ça se compte, c'est 70 millions d'euros qu'il aurait caché. Donc quelqu'un qui est actuellement accusé d'une affaire pareille, il est toujours président de Renault en France, dans une entreprise où l'État est quand même un actionnaire. Pour vous, on aurait dû faire en France ce qu'ont fait les Japonais, en tout cas ce qu'ont fait les conseils d'administration de Nissan. La moindre des choses, avant d'aller donner des leçons au gouvernement japonais, c'est de dire là, oh stop, là, au moins pendant cette période-là, on lui trouve un remplaçant à Carlos Ghosn et il est plus président de Renault. Mais sinon, si je peux me permettre, juste en fait, pour préciser, je suis pas du tout dans une logique où il faut dire on va se venger sur le patron de Renault par rapport à tout ce qu'il a fait à ses salariés. C'est pas ça. Et je suis à 100% d'accord avec vous, monsieur, que tout le monde a droit à la dignité, tout le monde devrait avoir droit à être jugé, à la défense, à des conditions dignes. Mais seulement, comment ça se fait que on s'indigne quand c'est le patron de Renault et on s'indigne pas toutes les dizaines de milliers de fois où c'est des gens qui sont pas les patrons de Renault, mais pour qui il faudrait... Mais vous avez raison. Une vie ne suffirait pas pour gagner le dixième de ce que ce gars-là gagne. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'indigner. Oui. Et c'est là, vrai en tout cas, on est sur le cas de Carlos Ghosn. C'est vrai que aussi, oui, c'est un patron visible. Madame a raison sur le fait que la présomption d'innocence est souvent violée dans notre société. Elle est de moins en moins respectée. Et il faut rappeler que un présumé innocent, c'est un innocent. Oui. Mais d'ailleurs, il doit être traité et regardé comme tel. Les médias français font, semble-t-il, leur travail et la personne n'a mis en cause, mis en doute. Mais à l'heure des réseaux sociaux, vous savez, la présomption d'innocence est très menacée. De Carlos Ghosn, ne serait-ce qu'en évoquant le terme de mise en examen et non pas d'inculpation, comme c'est le cas en droit français. Effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de précautions qui sont prises dans les débats. Trop, trouvez-vous? J'aimerais que cette précaution soit prise pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes dans ce pays, et notamment les 2000 personnes qui ont été interpellées dans le cadre des mobilisations des Gilets jaunes, par exemple, pour parler d'un sujet d'actualité. Pour revenir, pardonnez-moi, parce que c'est quand même le thème du débat, à Carlos Ghosn lui-même, vous estimez, comme vient de le dire Leïla Chaibi, qu'il aurait dû être, pour la sérénité de l'entreprise, et sans que ça mette en cause sa présomption d'innocence, peut-être suspendu de ses fonctions de Renault. Qualité pour s'il l'avait été, auriez-vous considéré qu'il s'agissait là d'enfreindre sa présomption d'innocence? Un présumé innocent, c'est un innocent, jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée judiciairement. Et ça, c'est une discipline. Je sais que c'est parfois choquant de penser ainsi, mais il a fallu des siècles de civilisation judiciaire, d'injustice, de gens qui ont fini sur le bûcher, au fond de cachots, de protestation et de souffrance depuis le premier supplicié pour que l'on arrive à ces textes, à cette convention sur les droits fondamentaux, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'on les fasse respecter. Si Carlos Ghosn avait été suspendu de ses fonctions, est-ce que ça aurait pu peser sur le cours de la justice japonaise ou ça n'aurait rien? Je n'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Je dis simplement, puisque nous sommes sur une antenne très internationale, que la prison n'est probablement
nous avons eu tort d'apporter au monde la prison et le modèle carcéral comme façon principale de réprimer les crimes et les délits, que la détention préventive la détention provisoire doit toujours être l'exception et la liberté doit être la règle pendant l'enquête, et qu'il subsiste des systèmes et des prisons partout dans le monde. Ce que dit là le procureur pour justifier quand même l'incarcération, c'est de dire que Carlos Ghosn pourrait influencer des témoins et également fuir le Japon si liberté lui était donnée. Mais c'est ce qu'on l'on dit toujours. Et c'est ce que l'on dit toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un réel risque s'agissant d'un homme d'affaires qui a la possibilité probablement pas quelqu'un qui passe inaperçu. Donc je pense que... Leïla Chaibi, vous comprenez, vous, cet argument? Oui, mais moi je voudrais juste, en fait, si je vais rajouter une chose, c'est qu'actuellement on parle beaucoup, même si le débat est sur Carlos Ghosn, pas sur les gilets jaunes, mais on parle beaucoup de justice fiscale. Et je pense que quand on a quelqu'un qui est présumé innocent, mais accusé d'avoir fraudé le fisc à ce niveau-là, et qu'en même temps, aujourd'hui, on avait les Échos qui nous annonçaient qu'il y aurait par exemple 20 000 suppressions de postes à Bercy. Je crois que une des priorités du gouvernement, ça devrait justement être de lutter contre le. D'accord, mais est-ce que vous comprenez qu'un procureur craigne la fuite s'agissant de Carlos Ghosn et qu'il puisse influencer des témoins? J'imagine, moi, je suis pas une professionnelle, mais oui, c'est toujours l'argument, même chez nous. Et honnêtement, je vois mal comment quelqu'un d'aussi connu, visible que Carlos Ghosn puisse s'enfuir avec des responsabilités très fortes. Cela me paraît être la preuve justement de la mauvaise foi de ce parquet. Merci Françoise Imray, merci à vous Leïla Chaibi d'avoir débattu.